Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants. À chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. C'est bien évidemment avec Alix et Nguyen. Alix. Salut. On y va, le sommaire, le chiffre qui fait véritablement froid dans le dos. 160 millions d'enfants sont privés d'école dans le monde. Pire, ces filles et ces garçons sont contraints à travailler dans des conditions parfois extrêmes. Les explications dans un instant. Le travail des enfants, est-ce une fatalité? On se posera bien là aussi la question. On verra avec l'association Partage dans un instant quels moyens, quelles actions sont mises en œuvre pour rescolariser et protéger les enfants. Il y a du travail. Vous allez le voir, et puis il y aura une loupe, bien évidemment, avec Alix. Et je vous parle de l'association Africa Ed Education, fondée par un artiste, Rost. Rost, c'est dans une quinzaine de minutes, et ce sera pendant l'expression orale. Bonjour Yolène. Bonjour. Merci d'être avec nous. Yolène Guérive, directrice générale de Partage. Ça existe depuis combien de temps, Partage? Partage, ça existe depuis 52 ans. 52 ans, avec quelle mission? Alors la mission principale de Partage, c'est de défendre les droits de l'enfant à travers le monde, et notamment les enfants les plus vulnérables. Vous êtes venu aujourd'hui avec Nahuel Duménil. Bonjour Nahuel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, responsable des programmes justement chez Partage. Donc, il y a eu 2 journées très importantes, journée mondiale contre le travail des enfants, journée aussi des droits de l'enfant ou à l'enfant en Afrique. On estime, je le disais en introduction, à 160 millions d'enfants. 160 millions, le nombre d'enfants contraints au travail dans le monde. Est-ce que c'est une fatalité ? Alors, ce n'est pas une fatalité. Malheureusement, c'est un chiffre qui progresse au regard des nombreuses crises économiques, politiques, climatiques que le monde traverse. Il faut savoir que sur ces 160 millions d'enfants qui travaillent, il y en a 90 millions qui travaillent en Afrique subsaharienne. Et que ce chiffre ne fait que croître. La proportion des enfants qui travaillent en Afrique est la même depuis des années, alors que la démographie augmente. Alors, ce n'est pas une fatalité pour Partage, puisque Partage travaille à ce que chaque enfant dans le monde puisse être éduqué, nourri, soigné, protégé par sa communauté. Donc on mène de nombreux programmes dans 17 pays aujourd'hui pour essayer d'inverser cette fatalité et combattre cette injustice. Et sur ce chiffre, moi, qui me fait véritablement froid dans le dos, de 160 millions, on sait s'il est peut-être sous-estimé, parce que j'imagine que c'est dur à estimer un chiffre pareil dans le monde entier, 160 millions d'enfants. Non, c'est sûr, c'est vrai que c'est un chiffre très élevé. On dit que c'est peut-être même plus que ça, quoi, non ? C'est possible, c'est vrai que là, c'est les dernières estimations qu'on a pu avoir. On considère qu'elles sont assez proches de la réalité. C'est vrai que ça dépend beaucoup des contextes et des pays. Et comme l'a dit Yolène, il y a certains pays dans lesquels c'est de pire en pire. La situation, le contexte sécuritaire ou économique fait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont contraints et réduits à travailler. Yolène, vous avez notamment souhaité mettre un coup de projecteur cette année sur la situation à Madagascar, notamment dans le sud-ouest du pays. Pourquoi ? Alors Madagascar, il faut savoir que c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, avec un État extrêmement faible. On a souhaité concentrer nos activités sur les pays les plus pauvres du monde avec notre conseil d'administration. Donc ça va faire 3 ans qu'on a déployé des programmes dans ces régions du monde. Et on a choisi Madagascar parce que c'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi parce que dans le sud de Madagascar, et en particulier à Ilakak, se déroule un scandale sanitaire et un scandale pour les droits de l'enfant. Il faut savoir qu'il y a 86 000 enfants qui travaillent dans les mines à Madagascar, qui sont privés d'école puisqu'ils travaillent. On a des tout petits enfants de 5-6 ans qui vont se retrouver à garçons, filles ou surtout les garçons? Garçons et filles. On a des jeunes garçons qui rentrent, des jeunes adolescents qui vont rentrer dans les boyaux creusés. Alors les filles, c'est souvent terrible quand elles arrivent à l'adolescence, puisque des jeunes filles qui n'ont pas été à l'école vont se retrouver, dont les parents peuvent ne pas être sur place, vont souvent se retrouver en proie à des réseaux de prostitution. Donc on a aussi de nombreux cas de jeunes adolescentes qui mariage forcé, se retrouvent prostitution. Et ils vont chercher quoi dans ces mines, les enfants? Un peu d'argent, c'est très peu. Il y a très peu. On a très peu de cas d'un mineur qui aurait trouvé un saphir tellement important qu'il aurait changé sa vie. Ça permet de gagner quelques ariars, c'est la monnaie malgache, quelques ariars par jour, ça permet de survivre, ça permet pas d'envoyer ses enfants à l'école. Alix. Et justement, votre projet classe veut leur offrir une autre voie. Qu'est-ce que vous leur proposez exactement? Tout à fait. Face à ce constat à Madagascar, nous, on a fait d'abord une grosse étude, ce qu'on appelle une mission exploratoire il y a quelques années, pour essayer d'identifier vraiment les besoins de l'enfance à Madagascar. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de ce besoin, tout particulièrement dans le sud-ouest, pour les enfants qui travaillaient dans les mines. Donc,
suite à cette étude, on a commencé à contacter pas mal d'organisations, des communautés, des parents, des écoles, pour essayer de voir quelle pouvait être la solution. Et on a construit un programme sur plusieurs mois, en allant sur place, on a rencontré plusieurs acteurs, pour essayer de construire un projet pour remettre une partie de ces enfants à l'école. Donc on est en train de travailler avec une association locale qui s'appelle ASSOS, qui est initialement spécialisée dans la santé, avec lesquelles on est en train de faire un focus sur la santé et l'éducation, où l'idée c'est de faire qu'au moins 1300 enfants dans la ville de Saqqarah puissent retourner à l'école. Et donc ça passe par des rénovations d'écoles, par du matériel, de la formation aux professeurs et de l'accompagnement sur tous ces enfants pour qu'ils puissent retrouver la route de l'école. Classe pour contribution large à l'amélioration de la scolarisation, de la santé et de l'environnement des enfants, c'est ça? Avec quelles ambitions, effectivement, Nawel commence à en parler. Donc 1300 enfants dont on espère changer le cours de la vie. Alors ça ne va pas se faire en une journée, parce qu'il va falloir travailler avec les parents, avec les communautés, avec les professeurs pour qu'ils aient confiance en l'école, qu'ils remettent leurs enfants à l'école, qu'ils les laissent à l'école. Et puis l'idée, avec ces projets d'éducation que Partage promeut un peu partout dans le monde, c'est qu'en fait, en changeant la vie d'un enfant aujourd'hui, en fait, on change la vie de tout un pays sur le long terme. Donc là, on est vraiment parti pour 9 ans, a priori, dans cette zone d'intervention, pour accompagner toute une cohorte d'enfants. Pourquoi 9 ans ? Alors, dans notre approche partenariat, donc Partage a cette particularité, en fait, on ne va pas intervenir nous-mêmes directement en envoyant nos équipes sur le terrain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On va toujours chercher une association experte de l'enfance et des droits de l'enfant. Et pour que cette association puisse effectivement espérer avoir un impact à long terme, on s'engage à ses côtés sur une durée assez longue. On commence généralement par 2 ou 3 ans de partenariat. Et quand ça se passe bien, que cette association a pris de l'ampleur et a réussi à dérouler son programme, on va réfléchir avec elle vraiment sur des partenariats de long terme. Partage peut faire ça, contrairement à beaucoup d'autres organisations, grâce au parrainage, puisque nous sommes soutenus par à peu près 20 000 marraines et parrains qui, tous les mois, soutiennent des programmes de partage. Donc, typiquement, là, en soutenant avec 30 € par mois à Madagascar, vous permettez à ces 1300 enfants d'être soignés, de revenir à l'école, d'être accompagnés, d'avoir tout un suivi psychosocial au quotidien. Et puis, on met en place aussi des dispositifs de protection, d'alerte, notamment pour repérer ces jeunes filles qui pourraient subir des violences basées sur le genre. Et le vrai enjeu, c'est de convaincre les parents, finalement? Tout à fait. C'est un travail que beaucoup de nos partenaires font au quotidien. On ne peut pas travailler avec les enfants sans prendre en compte tout le milieu dans lequel ils évoluent. C'est travailler aussi avec les acteurs de l'éducation, avec les écoles, avec les parents, avec les communautés. Je voulais prendre par exemple l'exemple du Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, où on intervient avec notre partenaire Keogo depuis plusieurs années. C'est un contexte qui s'est fortement détérioré ces dernières années, avec des groupes armés affiliés aux djihadistes qui commettent des exactions dans tout le pays, avec des massacres, ce qui entraîne depuis plusieurs années 2 millions de déplacés internes dans le pays, au Burkina Faso. 2 millions de personnes qui se retrouvent qui partent de chez eux pour fuir la violence. Donc déscolarisés pour les enfants. Donc déscolarisés pour les enfants. On considère que de ces 2 millions de personnes, plus de la moitié sont des enfants. C'est 10 000 écoles fermées. Et donc beaucoup de ces enfants se retrouvent dans les grandes villes, par exemple Ouagadougou, où travaille notre partenaire Keogo. On considère qu'il y a plusieurs milliers d'enfants déplacés et beaucoup d'entre eux se retrouvent en situation de rue. Et donc, ces enfants en situation de rue, il faut pouvoir les accompagner, il faut pouvoir les trouver. C'est ce que fait notre partenaire. Notre partenaire fait tout un travail très poussé de maraude pour rencontrer les enfants dans les rues. Vous dites partenaire, c'est l'association locale avec laquelle vous travaillez? Exactement. Pourquoi est-ce que c'est déterminant de travailler avec des associations locales, justement? Très bonne question. En fait, les partenaires locaux, c'est eux qui connaissent le mieux le contexte. C'est eux qui ont une expertise locale, qui savent comment travailler sur le terrain. Et également pour nous, les appuyer, c'est renforcer la société civile sur le long terme. Nous, on appuie Keogo depuis 2018. Désormais, c'est une organisation qui prend de l'ampleur, qui peut accompagner de plus en plus d'enfants grâce à cet accompagnement sur le long terme. On parle de l'école, mais dans quel état se trouvent les écoles? On parlait de Madagascar, parce que déjà pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école, il faut qu'il y ait une école, j'imagine, digne de ce nom, ou alors que l'école ne soit pas je sais pas moi, à 1 heure c'est-à-dire de la maison, mais de là où ils vivent, quoi. Alors à Madagascar,
pour cet exemple-là, c'est effectivement très très frappant. À Saqqara, quand on a fait l'étude de faisabilité, donc il y a 4 écoles sur tout un district scolaire. Alors il faut imaginer voilà, l'équivalent d'une circonscription scolaire française, parce que Madagascar c'est plus grand que la France. Donc 4 écoles primaires, pas plus, plusieurs heures pour pouvoir accéder à l'école. Et voilà, les photos, j'aurais voulu vous ramener des photos de ces écoles. On a un tableau noir complètement dévasté, des murs troués, des cyclones qui ont emporté une partie du toit, et puis des enfants qui sont assis au sol pour essayer de suivre des cours donnés par des professeurs qui font leur possible dans ces conditions-là. Donc, on est vraiment dans une situation là à Madagascar, dans cette zone particulièrement critique. Après, on se rend compte que justement, en accompagnant ces écoles, en les réhabilitant, en soutenant ces professeurs dans leurs efforts pédagogiques, on se rend compte qu'en quelques années, on peut vraiment inverser cette offre scolaire et éducative et permettre aux enfants déjà de savoir lire à la sortie de primaire. Ça doit être vraiment un casse-tête parce que Alix posait la question par rapport aux parents, mais c'est vrai que tu as la priorité, c'est vrai que c'est de te nourrir et on blâme personne, effectivement, mais c'est un calcul assez rapide et j'imagine que les parents doivent se dire écoute, on n'a pas le choix, on doit subsister, on doit survivre, et du coup, entre le calcul de dire ok, je mise sur le moyen long terme en envoyant mon enfant, il aura une éducation et que plus tard on bénéficiera de ça, et de se dire que ce soir il faut manger, j'imagine que l'équation elle est très, très difficile, quoi. C'est un constat qu'on a fait également avec nos partenaires, et c'est pourquoi on essaye de le voir comme un effet de levier. Par exemple, au Bénin, où je suis allé plusieurs fois l'année dernière pour essayer de travailler avec nos partenaires. On travaille avec Racine, une organisation avec qui on travaille depuis 1995, qui travaille notamment dans l'éducation. Eux, ils accompagnent plusieurs écoles, ils font des formations, ils créent par exemple des bibliothèques scolaires, ils font de la promotion de la lecture, ils font des activités de théâtre avec les enfants, etc. Avec eux, on a fait toute une étude ces dernières années pour essayer d'identifier quelle était la raison principale de déscolarisation des enfants. Pourquoi les enfants arrêtent d'aller à l'école au Bénin? Et on s'est rendu compte qu'un des leviers principaux, c'est en effet, comme tu l'as dit, le manque d'accès à un repas. Ces enfants n'ont pas assez à manger, que ce soit à l'école, que ce soit chez eux. Donc depuis quelques années, l'État a essayé de mettre en place un système de cantine scolaire qui malheureusement ne touche pas tous les enfants. C'est que pour les primaires, pas pour les maternelles. La qualité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Donc on a construit, avec notre partenaire Racine, depuis quelques mois, un projet de cantine scolaire d'ampleur. Là, on est encore dans son lancement et il commencera dès la rentrée prochaine pour pouvoir accompagner 11 500 enfants, 22 écoles primaires, 10 écoles maternelles, pour pouvoir créer des cantines, essayer de développer également des potagers scolaires avec les enfants pour pouvoir renforcer cette présence à l'école et que les enfants puissent avoir un repas et pouvoir bien suivre à l'école. Mais du côté des parents qui sont dans l'urgence, comment est-ce que vous palliez le manque à gagner, en fait? En fait, ce que dit Nawel est très important. Avec un repas par jour, le choix des parents va être de les mettre à l'école. Ok. Ils n'ont pas besoin... En fait, ils veulent nourrir leurs enfants. Ils ne veulent pas que leur enfant ramène de l'argent au foyer, ils veulent nourrir leurs enfants. Un repas par jour permet à des parents de faire basculer. Ça leur permet aussi de regarder le moyen terme, bien sûr. Ouais. Mais du coup, en tout cas, nous, on se rend compte que ce levier-là permet de faire venir les enfants, permet de les faire rester, filles comme garçons, le plus longtemps possible à l'école. Au dehors du fait que ça leur permet évidemment aussi de meilleures capacités cognitives. Il y a le même effet avec l'eau ou pas? Parce qu'on a alors l'eau, on a des cas comme ça. Des fontaines dans les écoles et du coup, ça motivait les parents à envoyer leurs enfants parce que les enfants revenaient le soir avec... tout à fait. On a un de nos partenaires qui fait ça, qui en plus du repas par jour, propose à l'enfant de revenir avec une bouteille d'1,5 litre à la maison le soir. Et donc les parents vont avoir aussi de l'eau pour la famille. Et s'ils ont 3, 4, 5 enfants à l'école, de fait, ça va permettre à la famille d'avoir accès à de l'eau propre et potable de manière satisfaisante. Donc, on a aussi des partenaires qui vont faire ce type de choses. Donc, les cantines scolaires, c'est quelque chose de très important. Nawel a parlé de cet exemple du Bénin. On travaille sur des cantines scolaires dans à peu près une dizaine de pays. Et là, on lance un grand programme d'envergure qu'on appelle Cantine des écoles du monde. Et on a l'intention, grâce au financement que nous avons déjà levé en grande partie, de distribuer 3 millions de repas par jour au Bénin
en Égypte et aux Comores. 3 millions de repas sur 3 ans, excusez-moi. Mais pour que les enfants puissent avoir un repas. En termes de logistique, c'est complètement fou en termes de logistique. C'est magique, c'est la magie des partenaires de partage. C'est-à-dire que à partage, nous, notre travail, c'est essentiellement d'aller chercher des partenaires fiables, experts, qui ont accès aux enfants, qui ont accès aux écoles, qui ont des savoir-faire, et qui vont pouvoir déployer cette action dans 75 écoles, dans ces 3 pays-là. Donc on va s'appuyer sur leur capacité, leur savoir-faire, et la manière dont on va le faire en Égypte va être très très différente de la manière dont on va le faire au Bénin, puisque chaque organisation va le faire à sa façon. Alex. On parlait des violences au Burkina Faso. Est-ce que vous mettez des choses en place pour les protéger ? Tout à fait. L'idée, c'est que notre partenaire Keogo, qui travaille avec les enfants en situation de rue, puisse identifier les enfants. On se rend compte que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, beaucoup d'enfants sont contraints de travailler. Au Burkina Faso, de plus en plus. Un enfant déplacé interne qui se retrouve séparé de sa famille, qui se retrouve en situation de rue, soit il est réduit à faire de la mendicité, soit notamment pour les jeunes filles, à être soumis à de la prostitution ou à de l'exploitation sexuelle. Donc ça, c'est un travail très très important de notre partenaire, de pouvoir identifier ces enfants, de pouvoir les suivre, les accompagner, faire un suivi psychosocial, les référer pour trouver des centres d'accueil et surtout faire un travail, mais de très longue haleine, pour pouvoir retrouver leur famille et pouvoir les réinsérer quand c'est possible, quand il n'y a pas forcément eu de cas de mariage forcé ou ce genre de choses, de pouvoir les réinsérer dans leur famille. Sachant que ces enfants, souvent, sont très mobiles et peuvent venir du Mali ou du Niger, de très loin, pour fuir justement les violences. Et donc c'est un travail très long et très fort que fait notre partenaire, en plus également du centre de santé, où il accompagne au niveau avec des médicaments, avec des médecins, pour accompagner ces enfants au mieux. Yolène et Nawel, vous restez bien évidemment avec nous, c'est l'heure de la loupe, et la loupe c'est avec Alex. Alex, tu nous parles aujourd'hui d'une initiative portée par un artiste et citoyen engagé. Il s'appelle Rost. Il a fondé Africa Aide Éducation, association qui œuvre pour l'éducation des filles en Afrique de l'Ouest. Oui, une initiative née dans la douleur le 19 avril 2015, après le naufrage d'un bateau de migrants en Méditerranée. 800 morts, un drame, mais surtout un déclic. On l'écoute. Étant un artiste engagé, notamment rappeur, ici en France depuis très longtemps, en 2005, lors de la révolte des banlieues, j'avais décidé de monter Banlieues Actives pour faire un vrai travail auprès des jeunes dans les quartiers populaires. Et ensuite, on avait pas mal accompagné de mineurs isolés aussi. Et quand certains nous racontaient leurs histoires de parcours pour arriver jusqu'en France, c'était déchirant, c'était poignant, c'était prenant. Et j'avais envie de faire quelque chose à mon petit niveau. Et quelques étés plus tard, il y a eu ce bateau avec 1200 migrants à bord qui avait coulé en Méditerranée. Et s'en est suivi d'ailleurs plusieurs cet été qui a été extrêmement meurtrier. Et je me suis dit, il fallait qu'on fasse quelque chose. Et c'est là où j'ai décidé de monter Africa Aide Éducation et d'agir sur la question de l'éducation des femmes. Parce que lorsqu'on éduque une femme, on éduque l'ensemble de la famille. Et on évite à certains de prendre des risques inconsidérés pour traverser la Méditerranée, pour se retrouver dans ce cimetière à ciel ouvert. Et je sais que l'Afrique ne s'élèvera que par ces femmes. Et donc, il faut qu'on investisse à fond sur les femmes en Afrique, sur leur éducation et sur leur émancipation. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté Africa Aide Éducation. Et Africa Aide Éducation accompagne la scolarisation des jeunes filles donc, dans les villages d'Afrique de l'Ouest, principalement au Togo et au Bénin, car si 90% des filles sont aujourd'hui inscrites à l'école primaire, elles ne sont plus que 25% au collège. Mariage précoce, travail au champ, absence d'infrastructures. La spirale commence tôt et se répète de génération en génération. Et Alex, pour casser justement ce cercle, Africa Aide Éducation agit sur 3 leviers. Oui, d'abord le parrainage scolaire, une aide directe et ciblée qui prend en charge les frais de scolarité, les fournitures, les uniformes, les repas et parfois même l'hébergement. L'objectif est de lever les obstacles économiques qui poussent, donc on en parlait, les familles à déscolariser leurs filles et compenser le manque à gagner lié à leur absence des champs ou du marché. Ensuite, la sensibilisation. Dans les villages, des ambassadrices locales vont convaincre parents et chefs coutumiers qu'une fille instruite, c'est une société qui avance. Et enfin, la construction de maisons sociales, des lieux où les jeunes filles peuvent dormir la semaine, faire leurs devoirs, recevoir un repas équilibré et accéder à des ateliers de prévention santé. Et puis, Africa Aide Éducation, c'est aussi une dynamique collective des élèves français, comme ceux du lycée Lavoisier à Porcheville, qui courent chaque année pour récolter des fonds, des artistes qui montent sur scène pour soutenir le projet et des volontaires qui partent pour prêter main forte sur le terrain. Yolène, on n'a pas parlé des filles spécifiquement. Est-ce que vous intervenez sur
ce public-là? Oui, on fait le même constat que votre invité. Hein. Les jeunes filles sont systématiquement plus touchées par les inégalités que les jeunes garçons. C'est systématique, que ce soit sur les questions d'éducation, mais que ce soit aussi sur les questions de santé, de nutrition. Donc, avec la question des mariages. La question des mariages précoces, l'ensemble des violences qui peuvent leur être faites. On a quelques partenaires qui agissent de manière très ciblée. Il y a aussi un sujet qui peut déscolariser des jeunes filles à la sortie du primaire et au début du collège. C'est la gestion des menstruations qui sont vraiment très très difficiles. Enfin, pour toute jeune fille, c'est un passage particulier à gérer. Mais alors en plus, dans des conditions où on n'a pas de sanitaire, où c'est peut-être encore plus tabou que dans d'autres cultures. Donc, on a certains partenaires, notamment au Népal ou au Burkina Faso, qui travaillent très spécifiquement cette question, avec des toilettes séparées, avec une sensibilisation auprès de toute la classe, y compris des garçons, et y compris des parents. Il y a certains pays, quand vous avez vos menstruations, vous n'allez pas à l'école. Donc on essaye vraiment aussi de travailler sur ce sujet-là, que ce soit, je pense notamment au Burkina Faso. Et la question des mariages arrangés jeunes, c'est une réalité et à Madagascar et au Burkina Faso, par exemple? Oui, c'est vraiment très, très, très commun. Hein. C'est interdit par la loi dans ces deux pays-là, mais les mariages traditionnels. Avec des enfants qui ont quel âge? Alors, je ne peux pas vous donner précisément, mais à peine la puberté arrivée, une personne peut se dire que sa fille sera mieux mariée qu'à l'école. Donc là aussi, c'est tout un travail. Alors, c'est notre partenaire AJPEC qui a fait aussi tout un travail où c'est les enfants eux-mêmes qui prennent la parole pour expliquer à leurs parents, aux chefs traditionnels, pourquoi est-ce que c'est vraiment pas une bonne idée. Mais donc, c'est plus difficile de convaincre des parents quand il s'agit de leur fille que d'un garçon? Évidemment, c'est un travail de longue haleine qui se fait avec les partenaires. Comme l'a dit Yolène, pour nous, quelque chose de très important, c'est la participation de l'enfant. Nous, on considère que c'est important que les enfants soient acteurs de leur propre éducation et des projets dans lesquels on s'inscrit. Et c'est pourquoi, comme l'a dit Yolène, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec les enfants sur les causes qui les déscolarisent et qui touchent à leurs droits pour qu'eux-mêmes puissent s'exprimer, faire des restitutions aux communautés, dans les écoles, auprès de leurs parents. C'est pour ça qu'on a depuis quelques années créé un projet assez important d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale entre plusieurs pays, entre la France, l'Égypte, Madagascar, le Bénin, le Cambodge. Et l'idée, c'est que des enfants de classe de ces différents pays puissent travailler toute l'année sur un projet en lien avec les droits de l'enfant que eux-mêmes choisissent en se disant l'égalité filles-garçons, le droit des enfants, le droit à ne pas travailler, et que au travers de plusieurs visioconférences, ils puissent échanger avec des enfants d'un autre pays. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis quelques années avec des enfants qui échangent entre le Bénin et la France, entre le Bénin et l'Égypte, et qui puissent apprendre un peu les uns des autres des différents contextes, de ce qu'eux peuvent faire au niveau local pour sensibiliser sur ces thématiques. On ne peut pas tout faire avec des idées, même si vous avez des idées extraordinaires. Le nerf de la guerre, on le sait, c'est le financement. Comment ça se passe ? Alors, Partage est soutenu par à peu près 20 000 marraines et parrains, comme je le disais, qui nous font confiance depuis des années. On est reconnu d'utilité publique, ce qui nous permet aussi de permettre une défiscalisation des dons. On a des entreprises qui nous soutiennent aussi, qui soutiennent certains de nos projets. Et puis, on reçoit une petite partie de fonds publics, à peu près 10% de notre budget provient de fonds publics. Alors, la situation actuelle nous inquiète un peu, parce que depuis janvier 2025, avec les annonces à grand fracas de Donald Trump sur les coupes budgétaires de l'humanitaire, c'est la moitié des budgets de l'humanitaire qui ont été sabrés en l'espace de quelques mois. Donc, on est tous collectivement très inquiets. Pour Partage, ça s'est impacté avec une réduction d'à peu près 700 000 euros de ce qui nous avait été alloué entre 2024 et 2025. Et alors, comment on fait ? Alors voilà, imaginez, qu'est-ce qu'on fait avec 700 000 euros en moins? C'est des choix cornéliens. Est-ce qu'on réduit la qualité? Sachant que tout est urgent. Voilà, tout est urgent. Est-ce qu'on a à peu près 250 000 enfants destinataires de nos actions? Est-ce qu'on réduit la qualité pour chacun d'entre eux? Est-ce qu'on décide d'en soutenir moins, mais alors lesquels? Voilà les choix cornéliens auxquels on fait face aujourd'hui du fait de ces incertitudes. Et comment vous arbitrez alors? Alors aujourd'hui, comment on a arbitré? On a plutôt essayé de ne pas arbitrer sur ce fameux programme. Ce fameux programme. En disant qu'il va revenir la raison peut-être. Non, mais le fameux programme dont parle Nawel, notamment des cantines des écoles du monde, on se dit qu'on va réussir à convaincre des personnes de venir nous soutenir et nous aider. Il nous manque à peu près 300 000 euros par an pour pouvoir délivrer les 3 millions de repas dont je parle. Donc plutôt une mobilisation citoyenne. Donc on espère une mobilisation citoyenne. 63% des Français sont persuadés que l'aide internationale aux pays les plus pauvres est important.
Et aujourd'hui, on a un gouvernement français qui est en train de réfléchir à encore faire une nouvelle baisse en 2026. Voilà, donc si vos téléspectatrices et téléspectateurs ont accès à leurs députés, à leurs parlementaires, ils sont en ce moment en train de discuter du budget 2026. S'ils pensent que c'est quelque chose d'important, il faut faire remonter ce message-là. En tout cas, c'est celui que nous, on essaye de faire passer. Comment on peut vous aider ? Vous rappelez le site ? Alors, pour nous aider, évidemment, on a évoqué des soutiens financiers. Vous pouvez trouver toutes les informations possibles sur partage.org. Vous pouvez aussi vous engager comme bénévole sur ce programme Cantine des écoles du monde. On cherche des professeurs, des écoles hôtelières, des restaurateurs qui auraient envie de s'engager à nos côtés pour porter la campagne. Mais donc, ils partent ? Non, ceux-là ne partent pas. Ils peuvent s'engager, notamment dans des programmes d'éducation à la citoyenneté en France. Parce que du coup, nous accompagnons 3000 enfants en France, dans des écoles françaises, à s'ouvrir au monde et à la paix. Donc c'est ce dont évoquait Nawel. Ils vont dialoguer en visioconférence avec des enfants d'autres pays du monde sur leurs projets, comment est-ce qu'ils perçoivent les droits de l'enfant. Et donc on cherche là des professeurs, des bénévoles qui ont envie d'accompagner cette dynamique. On va les accompagner avec des outils, des formations pour qu'ils soient à l'aise dans cette mission-là. Et on cherche des restaurateurs aussi qui pourraient soutenir cette grande campagne Cantine des écoles du monde qu'on fait chaque année dans des restaurants qui se lancent dans l'opération à nos côtés. Voilà, Pierre Sang, l'année dernière, avait permis que 1 euro par repas vendu permette de financer la campagne Cantine des écoles du monde. Donc si d'autres restaurateurs, même moins connus que Pierre Sang, vous voyez, veulent s'investir à nos côtés, il n'y a pas de petits dons, je le disais. Là, on le disait, avec 30 euros, on nourrit 60 enfants à l'école maternelle au Bénin. 30 euros, 60 enfants. 60 enfants qui reçoivent un repas au Bénin. Et avec tout ce qu'on a dit sur l'importance de ces repas pour faire venir les enfants à l'école et les faire rester, voilà, et en plus, avec la déduction fiscale, vous pourrez défiscaliser, si vous payez des impôts, 66% de ce don. Donc c'est vraiment aussi un moyen politique de montrer son attachement à l'éducation pour toutes et tous à travers le monde. Il y a des directeurs, des directrices d'école qui vous contactent, qui contactent l'association Partage et qui se disent tiens, moi j'ai envie de monter un projet avec telle ou telle classe. Oui, on fait ça. On fait ça. Donc comme là, je vous disais, c'est 3000 élèves l'année dernière. On poursuit ce programme. On va le renouveler à la rentrée scolaire. Donc on cherche des directeurs, des professeurs qui ont envie de mener ce projet-là. Donc nous, on vient avec les bénévoles qui sont formés, accompagnés. On a beaucoup de bénévoles qui sont issus de l'éducation nationale. Voilà, c'est une bonne moitié de nos bénévoles. Et ils reçoivent une formation vraiment dédiée. Et puis sur toute une année scolaire, ils vont accompagner les enfants français à réfléchir à un projet sur l'égalité, sur les droits de l'enfant, sur ce qu'ils veulent défendre. Et ils vont discuter avec des enfants du Cambodge, d'Égypte, peut-être du Bénin ou de Madagascar. Ils vont échanger sur leur projet. Donc on organise 3 visios. Et puis ils font leur projet, chacun chez soi, parce que l'idée c'est de sensibiliser sa propre communauté, sa propre famille. Et puis ensuite ils en parlent, comment ça a fonctionné, etc. Et on a des projets, on a des super projets avec des enfants. En fait, nous, notre enjeu, c'est de donner du pouvoir d'agir à ces enfants en France, mais aussi à l'international. Dire oui, il se passe plein de choses terribles dans le monde, mais même vous, en tant qu'enfant de 5 à 11 ans, vous avez un pouvoir d'agir et on va vous accompagner à l'activer et vous aurez un impact sur le monde. C'est vraiment ça qu'on essaye de porter. On arrive à célébrer les petites victoires. C'est ça. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est par une somme de petites victoires. C'est en embarquant. Et on est persuadé de ça. Et à Partage, en France, on travaille avec 13 antennes en région. Donc c'est sûr qu'il y a une antenne pas loin de chez vous qui fait quelque chose et qui prolonge l'action de Partage un peu partout en France et qui intervient dans les écoles, sur des conférences, des séminaires. Voilà. Merci infiniment à tous les deux. Et encore bravo pour tout ce que vous faites. Yolène Guérif, directrice générale de Partage, et Nawel Dumény, la responsable des programmes chez Partage. On espère vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci pour votre espérant que notamment ce projet de cantine scolaire, ces cantines scolaires, que vous arrivez en tout cas. Alix, on se retrouve demain. Merci. Excellente journée à notre compagnie. Ciao.